Je pense qu'actuellement, il y a beaucoup d'altcoins qui sont encore sous-évalués. Les tokens leaders, des narratifs leaders, vont avoir beaucoup le vent dans le dos. Ouais, tu disais Tao, Render, Nier sur l'IA. Ouais, le gros narratif de ce cycle, c'est les mèmes. Très honnêtement, j'ai sous-estimé l'impact qu'allait avoir les mèmes sur ce cycle. Faire beaucoup d'argent sur les mèmes coins, tu ne dois être que sur les mèmes coins. Tu dois comprendre, c'est un peu comme les NFT à l'époque. C'est la même parallèle, c'est qu'avant les NFT, tu devais comprendre quelle collection allait recevoir de l'attention, quelle collection allait être valorisée, comment. Je pense que les mèmes coins à grosse capitalisation vont bénéficier de la liquidité globale. Ouais. Donc je suis positionné sur certains gros mèmes coins. Salut à tous et bienvenue sur Crypto Coulisses. Cette semaine, j'accueille Iril. Alors, Iril a seulement 24 ans et c'est l'un des youtubeurs les plus suivis aujourd'hui. On a parlé de ses investissements, de sa communauté avec Paul Crypto Formation et surtout de memecoin, d'intelligence artificielle et de reward assets. Avant que l'épisode ne commence, sachez que j'ai créé Fondlayer. Fondlayer, c'est un club deal pour investir dans des fonds crypto triés sur le volet. Si vous voulez en savoir plus et recevoir les prochaines opportunités, je vous mets le lien en commentaire. Et c'est parti pour l'interview avec Iril. Ça te va, on peut parler du marché crypto un peu en ce moment, de toi, ouais. Aussi de ton activité. Je trouve ça cool de revenir un peu dessus. Okay. Déjà, pour commencer, peut-être, est-ce que tu veux te présenter Avec plaisir, moi je m'appelle Lovig, j'ai 24 ans. Je fais des vidéos sur YouTube sur les crypto-monnaies depuis 3 ans maintenant. Ça fait 1 an que je suis à plein temps là-dessus. Je fais des vidéos sur l'ensemble du marché, de l'investissement en général, très centré sur les crypto-monnaies. J'essaie d'avoir aussi cette approche-là d'investissement que je mets de plus en plus. Et du contenu aussi sur des médias un peu aux alentours pour apporter la vue d'ensemble la plus précise possible. Ok, on reviendra sur comment tu as créé ta chaîne. Déjà, revenons peut-être un peu sur le marché crypto, parce que c'est vrai que là on fait l'interview, le Bitcoin aux alentours des $98 000. Ouais, c'est fou. C'est assez ouf comment c'est monté. J'ai vu en arrivant, c'était incroyable. Ouais. On va rater les 100K pour ce podcast. Ouais, c'est ça, c'est très probable. Toi, c'est quoi ton avis justement sur le marché? Est-ce que tu t'attendais à ce que le marché, tu vois, il pump aussi vite après l'élection américaine? Je pense qu'au final, on s'est rendu compte que tout se passe à peu près comme prévu, ouais. Et que la temporalité a encore un rôle extrêmement important dans les cryptos. Clairement. Que oui, évidemment, il y a eu l'ETF, qui sont des éléments externes, ouais. Qui ont un peu modifié la ligne, tu vois, qu'on a fait un petit virage, mais la ligne directrice est la même qu'elle était en 2017, qu'elle était en 2021. Évidemment, il y a des facteurs un peu différents, parce que le marché évolue, il y a d'autres acteurs aussi qui arrivent, mais il se passe exactement la même chose. Il se passe exactement la même chose, et l'élément déclencheur qu'ont été les élections est le même élément déclencheur qu'ont été les élections il y a 4 ans, et il y a 4 ans avant, donc clairement... Les choses se passent pour l'instant comme prévu, j'ai l'impression. Contrairement à ce qu'on peut croire en fait dans l'idée, tu vois. Je sais pas quelle idée t'as par rapport à ça, mais ça fait un moment qu'on commence à se demander, et je pense que c'est un peu justement ce qui fait ce marché-là, c'est qu'on commence à se demander à chaque fois, est-ce que ça va être différent, est-ce que ça va évoluer. On a ce biais comme ça qui commence à se créer, mais au final, pour l'instant, tout nous confirme qu'on va dans la même direction que d'habitude. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'en plus, c'est toujours l'année post-halving, toujours en novembre, tu vois, comme il y a 4 ans. Et après, il y a aussi cette idée que le marché se répète. Ouais. Le marché se répète. Tu vois, on a beau dire, en fait, finalement, tu te rends compte que c'est un marché qui est encore très... il y a beaucoup de psychologie des foules, finalement. Ouais. Et c'est tout simplement l'histoire qui se répète. Alors, sur la partie BTC, je pense que peu de gens avaient anticipé le fait que BTC pumperait autant, tu vois, et moins les alts. Toi, d'ailleurs, est-ce que c'est un pari que tu avais fait, tu vois, de miser autant sur le BTC, ou tu as beaucoup misé sur les alts, finalement J'ai une exposition au BTC. Pour être honnête, je pensais pas qu'il allait y avoir cette disparité, cette dominance de Bitcoin qui est aussi haute. Mais pareil, c'est que historiquement, si on regarde, je suis allé voir justement ce qui s'est passé au cycle de 2021, c'est que tu vois les alts qui montent sur une période de 2 mois, 3 mois, à une temporalité qui serait équivalente au début de l'année prochaine, et qu'avant c'est Bitcoin. Et je pense que justement, on a besoin de cette interrogation, de cette force un peu qui tire vers le bas de est-ce qu'on aura cette fois les alts, est-ce qu'on aura cette année les alts. C'était la même chose encore une fois en 2021. L'histoire se répète. C'est toujours pareil, c'est qu'on se dit en 2021 c'était pareil, tu retrouveras des tweets est-ce qu'on aura les alts qui explosent, est-ce qu'on aura une alt season, on n'aura pas la season, il n'y aura que Bitcoin. À l'époque c'était Tesla, le gros truc, l'équivalent de BlackRock, c'était Tesla. Il y a Tesla qui achète du Bitcoin. Au final, Polygon, Chiliz, Phantom, tu sais, ces grosses alts là qui ont explosé en 2-3 semaines. Ouais. Donc, je m'attendais pas à une dominance aussi haute de Bitcoin, mais
l'ensemble, si on prend un modulo 10%, tu vois, dans la dominance, c'est quelque chose qui était à prévoir et qui confirme encore cette théorie de la temporalité. Ouais, quoi, non, déjà aussi les ETF, tu vois, le fait qu'il y ait les ETF, il y a peut-être beaucoup plus de smart money qui arrive. Après, ce qu'on dit aussi souvent, c'est que l'inflow, enfin, les profits faits sur Bitcoin vont se déverser sur d'autres sur les altcoins. Après, justement, est-ce que les profits faits sur le BTC aujourd'hui, est-ce qu'ils sont aussi faits beaucoup par des professionnels via les ETF, et donc du coup est-ce que ça va se déverser sur les alts? Bon, on verra. Je trouve que la surprise aussi, tu vois, sur ce marché-là actuellement, c'est Ethereum qui, entre guillemets, est en train de vraiment plonger face à Bitcoin. Je sais pas si beaucoup de gens l'avaient anticipé, tu vois, dans quel sens ça va aller, alors que Solana au contraire, tu vois, prend le dessus clairement sur Ethereum. Ouais, c'est intéressant, je trouve. Bah, c'est un gros débat Ethereum. C'est que si tu regardes, il y a une charte qui mesure l'évolution d'Ethereum par rapport au bottom du dernier cycle. Donc en gros, tu as la charte qui évolue sur le dernier bottom de Ethereum, le dernier bottom du cycle, 10 mois plus tard par exemple, comment se comporte Ethereum en fonction des cycles. Et tu vois que 2017-2021 c'était à peu près les mêmes évolutions, et là tu vois que cette année c'est largement en retard. Tu vois la charte de 2024 qui est largement en dessous. Et donc, tu as ce débat et c'est un peu double interrogation de est-ce que Ethereum est en retard ou est-ce que Ethereum est juste en dessous de tout ça. Je pense qu'Ethereum offre des choses assez différentes qu'avant. Avant, tu avais Bitcoin où tu pouvais t'exposer aux crypto-monnaies de la manière la plus safe possible. Bon, safe version crypto, mais c'était l'actif le moins... le plus bon père de famille. Voilà, le moins risqué, je sais pas, mais le plus bon père de famille. Et derrière, tu avais Ether qui était la première altcoin où tu avais un risque qui était quand même modéré, qui était un peu plus haut, mais un rendement qui était aussi potentiellement plus haut. Là, j'ai l'impression que Bitcoin surperforme Ether en termes de performance. Donc, si tu veux aller sur les performances, tu n'as pas besoin d'aller sur Ether. Et si tu veux t'exposer plus aux altcoins, tu as Solana derrière qui montre beaucoup d'intérêt, etc. Donc, c'est ça qui est assez compliqué. Et même en termes de narratif, ce cycle, il est beaucoup orienté autour des narratifs. Des pins, Memcoin, IA, etc. La liquidité, il y a tellement de crypto-monnaies, il y a 6 fois plus de crypto qu'au dernier cycle, je crois, minimum. Donc, Non, mais ça, c'est un vrai sujet, tu vois. C'est vrai qu'avec Pump Fund, maintenant, n'importe qui peut créer son Memcoin. Vraiment, en 3 clics, c'est vraiment, tu crées ton Memcoin. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a beaucoup de liquidité aujourd'hui sur les altcoins, mais peut-être qu'il est beaucoup plus réparti, fractionné, et donc moins de liquidité sur des projets en particulier. Ouais, c'est ça. Et Ethereum a un peu du mal, tu vois, à trouver son narratif et à trouver, tu vois, t'as Solana qui est Memcoin, des pins, t'as un peu d'IA sur certaines crypto-monnaies, certaines blockchains. Ethereum, avec ses layers 2, fractionne un peu l'intérêt. Et les crypto-monnaies, c'est quand même une économie de l'attention. Les Memcoins, c'est de l'attention. Tu vends de l'attention. Ethereum, oui, il y a tout cet aspect institutionnel, cet aspect gros poisson, grosse baleine qui sont encore sur Ethereum, mais attire moins et pour l'instant a moins d'intérêt de narratif et n'a pas cette casquette de je suis la blockchain de quelque chose. C'est ça le problème, je pense. Ouais, parce que c'est un peu la blockchain généraliste, un peu de tout. Mais bon, c'est vrai que la DeFi aujourd'hui, j'allais dire, se fait beaucoup sur Ethereum, de plus en plus sur Base aussi. Mais effectivement, tu parlais de narratif, d'ailleurs, c'est quoi pour toi les grandes narratifs de ce cycle? Et toi, sur lesquels tu mises finalement Je pense que le gros narratif de ce cycle, c'est les mêmes. Que très honnêtement, j'ai sous-estimé l'impact qu'allaient avoir les mêmes sur ce cycle. Il y avait quelque chose dont j'étais quasiment certain en début d'année, c'était qu'il allait y avoir un gros narratif qui allait emmener de la liquidité sur les cryptos, le narratif, tu sais, mainstream, comme on a eu avec les NFT en 2021. Et pour moi, c'était un narratif qu'on ne connaissait pas encore, qui allait émerger. Ça pouvait être l'IA, ça pouvait être... Et en fait, il était devant nos yeux, parce qu'il était déjà en 2021, c'était les mêmes. Et on a vu les mêmes grandir. Donc les mêmes coins, c'est le gros narratif, je pense, qui est un peu un endroit à part des cryptos, mais qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce qu'en fait, les mêmes coins représentent l'idée que les gens se font des crypto-monnaies, l'attention. C'est l'économie de l'attention. Après, tu as évidemment le narratif IA, tu as les Layer 1 qui sont le socle économique de tout. Et donc, en fait, si tu as de la création économique, forcément, le socle reçoit aussi de l'intérêt de liquidité. Et après, c'est classique, hein, je te donne pas énormément d'alpha là, mais bien sûr. Tout ce qui va être real world asset, des pins, infrastructures décentralisées, c'est ces narratifs-là. On va revenir sur ces différentes catégories. Mais déjà, pour les Layer 1, moi, je trouve qu'in fine, il y a quand même des dizaines de Layer 1 sur le marché, mais que la liquidité... elle va surtout être sur Ethereum et Solana, tu vois, et que c'est très dur en tant que Layer 1 de sortir du lot. Bon, il y a Sui en ce moment, tu vois, qui a des bonnes performances. Et qui d'autres, peut-être Sei. Un petit peu Aptos. Aptos, mais voilà, ça reste quand même... qui sont des L1 sur des nouvelles narratifs, sur des nouveaux langages, sur Move par exemple.
Mais ouais, c'est vrai que les L1, bon, il y a de plus en plus de L2 en plus sur Ethereum, donc je sais pas trop pour les parties L1, mais en tout cas sur la partie IA, je trouve ça intéressant. Moi, je m'étais pas trop intéressé. Toi, je crois que tu avais parlé assez tôt de Tao, non? Ouais, quand il était au 40, 45. Et comment tu avais par exemple trouvé Tao? Pourquoi tu t'es intéressé dessus? Enfin, c'était comment ça s'est fait? On avait pas mal parlé avec Paul, Crypto Formation, qui est mon associé, qui est, on lui rend le crédit, le premier à avoir parlé de Tao. J'ai été le premier à avoir parlé de Kaspa, il a été le premier à avoir parlé de Tao. Donc sur ça, c'était clairement une discussion. On en avait découvert à l'époque. Et en fait, je pense que surtout pour l'infrastructure et les projets IA, on a besoin d'une grosse promesse. Les crypto-monnaies se valorisent sur ça. Les crypto-monnaies se valorisent pas sur les revenus qui sont générés. C'est pas exactement ça. C'est la promesse de revenus. C'est la promesse d'évolution. Et donc, on a besoin, pour se créer un leader, d'avoir un projet crypto qui a une énorme promesse. Et Bit&Sor, c'est ça. Bit&Sor, la promesse, c'est, regardez les gars, nous, on va utiliser la blockchain pour créer un chat GPT décentralisé, un réseau open source. Et ça veut pas dire qu'ils le font. Ça veut pas dire qu'ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le développer, c'est extrêmement ambitieux. Et ils ont une promesse qui est extrêmement ambitieuse. Et donc, ça fait que dans un écosystème comme ça, on va avoir 99% des projets qui vont dump, qui vont fail, parce que c'est trop ambitieux. Mais ce projet qui a une ambition énorme et qui essaye de se mettre au niveau de son ambition, va être très valorisé. Et donc, en fait, c'était aussi un gros pari, parce que à l'époque, il devait y avoir 100 millions de market cap, même pas, avec beaucoup de jetons qui étaient stakés, etc. Mais c'est tout un ensemble où tu sens l'intérêt, tu sens l'ambition, et tu sens quand l'ambition est suivie et est comprise. Ça ne veut pas dire qu'elle est en train d'être réalisée, ça prend énormément de temps, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe et que les gens sont à l'écoute de cette ambition-là, ce qui n'est pas le cas pour tous les projets. Ok, c'est intéressant. Mais parce que je me dis, surtout toi, en tant que youtubeur, tu vois, et parce que aussi avec Paul Crypto Formation, vous avez une communauté, donc vous avez quand même cette responsabilité quand tu balances des calls, tu vois, à la communauté. C'est-à-dire que enfin voilà, sinon la communauté peut te tomber dessus. Complètement. Et donc tu dois être sûr de ton coup. Comment justement tu as fait un peu entre guillemets ton analyse, tu vois, pour être sûr que ok, celui-là je vais le proposer. Après, comme ça, tu vas non plus avoir 100% sur les calls que tu proposes, hein. Mais comment tu t'es dit, tiens, ce call-là, je suis confiant. Enfin, je sais pas, tu as vraiment lu plusieurs fois le white paper, tu as fait des recherches, tu as contacté l'équipe, tu as parlé avec l'équipe, tu as analysé la tokenomics, un ensemble de tout, de plein de choses. Pour ces projets-là, tu vérifies. En fait, le premier truc que tu fais quand tu mets en avant un projet assez low cap, j'estime qu'en dessous de 500 millions de market cap, c'est considéré comme low cap, surtout quand tu fais des vidéos dessus et que tu présentes le projet. Tu es obligé de s'assurer d'un socle de sécurité. Est-ce que le projet est safe? Qui sont les créateurs? Qui sont les fondateurs? Tu vas avoir leurs interviews, tu vas avoir leur vision, tu vas avoir leur background, désolé du franglais, l'historique. Et tu vois un petit peu déjà s'il y a ce socle de sécurité. Ça, c'est la première étape. Tu es obligé de faire ça. Parce que oui, je n'ai pas la responsabilité si quelqu'un investit à une certaine somme à cause de ma vidéo ou grâce à ma vidéo et qu'il gagne ou qu'il perd de l'argent. Par contre, j'estime avoir une certaine responsabilité dans le projet que je mets en avant s'il y a des éléments qui montrent que le projet pourrait être un scam ou un mauvais projet pour une certaine... Après, évidemment, je ne suis pas responsable du projet à vie. Oui, bien sûr, mais tu as fait la due deal au moins. Voilà, tu as cette due deal à faire qui est très importante. Et après, tu vas faire une analyse de valorisation du jeton. Parce que actuellement, un projet est valorisé, la fenêtre, la vitrine d'un projet, c'est son jeton. C'est comme ça, c'est obligatoire. C'est bien sûr. En bien ou en mal, mais si le jeton performe, le projet va être bon. Si le jeton ne performe pas, le projet va être mauvais. Alors que c'est pas forcément relié. Il y a des mécanismes de... Un projet, c'est une entreprise qui peut générer des revenus. Le token, c'est ce qui peut permettre d'ouvrir la porte et de créer une économie et d'aller inciter les différents acteurs à faire certains rôles. Enfin bref. Et c'est un moyen en fait de leverager la communauté. Exactement, ouais, c'est ça. De les diriger vers une certaine action qui met en avant le réseau pour son économie. Et donc, tu es obligé d'aller regarder si le jeton peut se valoriser et pourquoi il pourrait se valoriser. Là, pour Tao et pour Bit&Sor, il y avait beaucoup de jetons qui étaient stakés. C'était un fair launch. On était à la période fair launch, c'est les jetons qui sont pas... c'est quand le jeton est lancé, il n'y a rien qui n'est préminé, il n'y a rien qui va à la team, il n'y a rien qui va au VC. C'est un grand débat. Après, je ne suis pas du tout anti-jeton VC, à une certaine mesure, mais les jetons fair launch, surtout quand ils ont le vent dans le dos, ont cette tendance à pouvoir se valoriser très vite. Il y avait cette mode des fair launch. Il y avait Kaspa, il y avait Tao. Qu'est-ce qu'on a comme troisième fair launch? J'en ai en tête, mais je ne l'ai plus. Bon bref, et tu avais cette mode un peu de ok, c'est un fair launch, ça prend beaucoup d'intérêt. Et Tao, c'était ça. Donc il y avait tout cet ensemble-là de momentum, de sécurité dans le projet, en tout cas par rapport à l'ambition, par rapport au market cap. Le projet pour moi était plus ambitieux
que ce qu'il annonçait. Donc voilà, après, c'est parce que ça a marché que je te dis ça. Hein. Ça se Ouais, trouve, bien sûr. tu vois, il y a eu des fois où, même en faisant ça, le projet ne se valorise pas pour X ou Y raison, et c'est comme ça. Ouais. Et toi, ta commu, d'ailleurs, tu pousses combien de calls à faire sur des tokens en moyenne? Genre, c'est un par mois, ça c'était le token du mois ou Alors, je fais de moins en moins de calls, Mhm. parce que plus tu as de visibilité, plus il y a des gens qui vont investir de l'argent, même si évidemment je présente une opportunité, je présente ma thèse d'investissement. Ouais, bien sûr. Il y a le fameux ceci n'est pas un conseil d'investissement. Ouais. Je pense que ça se discute et que évidemment les gens prennent des décisions par rapport aux vidéos. Sinon, on ferait pas de vidéos sur des projets. Ouais. Donc il y a cette conscience-là. Parce qu'il y a investi dans un projet et après faire du risk management et gérer des sommes, on va dire, acceptables. Tu vois. Après, ça, tu peux pas non plus être responsable. C'est ça. Et tu peux pas être responsable de la vente des gens. Tu peux pas être responsable de comment ils gèrent par rapport au projet. Toi, est-ce que tu te dis quand tu vas vendre, tu vois, ça devient un peu une sorte de manipulation de marché, une certaine mesure. Donc c'est toujours délicat. Mais j'ai toujours donné mes thèses d'investissement et j'ai toujours expliquer pourquoi je considérais que le projet était un bon projet, est-ce qu'il pouvait se valoriser, est-ce qu'il pouvait pas se valoriser. Et après, c'est aux gens de faire leurs recherches. Combien je fais de calls par... là, j'en fais de moins en moins, parce que, comme je t'ai dit, la communauté grandit, et tu es remercié à une certaine mesure pour l'argent que tu fais gagner aux gens. Mais déjà, si tu fais un bon call, il y a des gens qui vont gagner de l'argent, il y a des gens qui vont en perdre, parce que tu peux faire un call d'un projet à $10, il monte à 100, le mec vend pas, il redescend à 5, il a rien vendu, c'est de ta faute. Donc t'es pas... Voilà. Même si tu fais un bon call et que ça se valorise, ça peut te retomber dessus. Et si tu fais un call et que ça se valorise pas, surtout quand on arrive là dans un milieu où il y a de plus en plus de débutants, c'est compliqué. Donc j'essaye de moins en moins. C'est marrant, Asher avait exactement le même souci, tu vois, avec sa commu aussi. Enfin, il expliquait que... Asher, tu vois, il a parlé de EJLD. À $5, le truc est monté à 500. Il a fait une vidéo publique qui a fait, je sais plus combien, mais plus de 100 000 vues, je crois. Le truc a fait x100. Il a fait un x100 public. Et est-ce que Asher est connu et en ce moment est vu comme le mec qui a call un x100? Non. Il est vu comme GLD ça dump, Tada ça dump, etc. C'est le problème, c'est que malheureusement les gens peuvent oublier, et vu qu'il y a un cycle aussi dans les nouvelles personnes dans les crypto-monnaies, les bonnes actions sont pas toujours celles qui sont les plus vues. C'est le problème. Et tu disais, tu as une communauté de plus en plus importante, c'est-à-dire que sur YouTube, je ne sais plus combien tu as de followers. 70 000 à peu près. 70 000. Et après, tu as une communauté avec Paul Crypto Formation dont on parlait, où il y a peut-être des centaines de personnes dedans aussi. Donc, effectivement, c'est des calls quand même qui sont pris au sérieux. D'ailleurs, c'était déjà arrivé de proposer des calls qui ont pas été des bons calls, tout simplement Ouais, bien sûr. Il y a des projets. Alors après, j'avais une ligne éditoriale où, à un moment, les vidéos que je faisais, c'était des présentations de projets. Donc il y avait un projet que je présentais, le mec se posait une question sur Algorand, sur Solana. Je faisais une vidéo de présentation pour que, c'est ça l'idée de ma chaîne YouTube à la base, c'était que le mec il dise ok, j'ai envie d'investir dans tel projet, je vais voir une vidéo d'Iril parce qu'il en a simplement fait une, et du coup j'ai fait beaucoup de projets, mais tous les projets ne sont pas des calls. Il y a plein de vidéos à la fin où j'explique que moi j'investis pas dedans, je dis rien, ou alors que personnellement je me suis positionné. Mais ouais, des mauvais calls, il y en a eu, surtout au début. En fait, quand tu te protèges un petit peu moins au début, tu es un peu plus naïf, tu mets en avant des projets peu capitalisés. J'ai jamais eu de scam, il n'y a jamais eu de projets que j'ai présentés qui ont été des scams, mais malheureusement, s'il se passe des choses en interne que tu sais pas à l'instant T, ou alors si après ça évolue, ou alors si pour X ou Y raison, le narratif ou le jeton ne se valorise pas, évidemment, surtout quand tu enchaînes, tu vois, ça fait 3 ans, j'ai fait 180 vidéos, je crois. Ah ouais, 180, il n'y a pas 180 projets, mais il y en a beaucoup. Donc forcément, c'est normal. Le mieux, c'est que j'ai un track record qui est positif dans l'ensemble. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est clair, c'est clair. Comment ça se passe d'ailleurs quand tu fais une vidéo sur un projet, ça t'arrive d'ailleurs qu'il y ait des projets qui te contactent pour parler de leur crypto ou Ouais, à fond. Combien par jour, par semaine tu reçois de propositions? De plus en plus en ce moment, c'est des signes de bullrun. Là, j'ai eu le mail, le signal de bullrun, qui est le fameux mail, salut, on est tel projet, on veut révolutionner le monde de la blockchain. Celui-là, je l'avais pas eu depuis longtemps. Ça, c'est un signal. Il y en a souvent, et c'est très compliqué parce que. Mais pour avoir une idée, t'en reçois quoi, genre des dizaines par semaine? Des dizaines, genre soit peut-être une trentaine par semaine. Ah ouais. Et de qualité, peut-être entre 5 et 10 par semaine. Et après, il faut faire le tri. Et de très bonne qualité, 2-3 par mois, je pense. Parce que à chaque fois, en fait, il faut quand même diguer un peu le projet, creuser pour voir si... Donc ça prend quand même du temps, quoi. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps. En plus, après, surtout quand tu mets un projet en avant, tu dois comprendre aussi les motivations. Pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre leur projet en avant quand ils ont un token? Quelle est votre motivation?
Il y en a certains qui vont pas t'expliquer, mais tu vas comprendre au fur et à mesure que ah oui, bah là on a tel, j'ai déjà eu ça, on a tel vesting qui arrive, telle libération, donc on fait de la com avant. Ah bah, tu vois, comme ça pump, et après on a le vesting qui arrive, et donc ça booste le prix du jeton artificiellement pour que les investisseurs qui ont des vestings, donc des jetons qui sont bloqués, qui ont une date de vesting, imaginons que là on est en novembre, le 15 décembre, il y ait 25% des jetons d'investissement qui sont débloqués. On va faire une campagne du 0 au 15 pour que le projet soit connu, les investisseurs retail rentrent, et après, forcément, on appelle ça de l'exit liquidity. Yes, le petit cadeau de Noël. Quoi. Le bon cadeau de Noël, ouais. Sympa, les gars. Donc, il faut faire très attention à ça, et c'est pas forcément toujours évident de faire la due là-dessus. C'est pour ça que j'en fais très peu, surtout des vidéos de collaboration avec des projets qui ont des tokens. Il y a des très bons partenaires avec qui je travaille depuis un moment, DYDX. Tu vois, c'est le seul actuellement que j'ai en tête qui a un token. Ouais, je crois que c'est quasiment tout. Et ça, c'est des projets où tu comprends leurs intérêts, tu connais les gens de la team, et tu essayes de travailler un peu plus avec eux sur du long terme. Ok. Mais donc, rarement tu vas faire des sponsors sur des vidéos, de projets. Ça arrive quand j'en fasse, mais plutôt pour des outils, des Tangem, des Waltio, des blocs, tu vois, des projets comme ça qui ont d'autres intérêts que valoriser leur token, et même tu as toujours ce doute de ok, quel est l'intérêt? Des fois, tu as un intérêt de ok, faut amener de la liquidité sur un bon protocole ou quoi que ce soit, donc là il y a un intérêt, mais ouais, c'est un peu plus stable comme business model. C'est quoi le projet le plus what the fuck qui t'a abordé pour parler de lui? Le projet le plus what the fuck, il y en a eu plein. Je pense que c'était il y a 6 mois, un projet qui m'envoie un message. Salut, on est le meilleur projet métaverse de l'histoire. Métaverse, il y a 6 mois. Métaverse, personne ne parle de métaverse. Et on crée une sorte de festival sur la blockchain tokenisé où David Guetta, DJ Snake et Martin Garrix vont venir faire des shows toutes les semaines et tout. Donc ça, c'est pur scam, tu vois. Mais et tu regardes, les mecs ont un site. Il y avait une vidéo comment ça s'appelle, de Dia, de mec qui parle, de David Guetta qui disait oui, j'adore ce projet. Et c'était pas trop mal fait, tu vois. Tu regardes, tu fais what the fuck, putain, c'est dangereux. Mais là, d'ailleurs, parlant de ça. Je pense que les scams, ce cycle-là, vont être très bien organisés. Ouais. Avec l'IA, avec tout ça. J'ai déjà vu des gens qui se faisaient passer pour le service client de Ledger ou quoi. Et ça fait flipper. Les mecs t'appellent, ils te disent on est le service client de Ledger, on a eu tel problème avec notre application, vous devez nous donner votre clé, etc. Et c'est très bien fait. Donc là, il faut vraiment être très vigilant. Ouais, c'est clair. La dernière fois, je crois que j'avais vu une vidéo fake avec de l'IA de Florent Pagny. Ouais, je l'ai vu. Qui faisait un appel au don, je crois, pour son concert. Enfin, un truc horrible. Il y avait Mbappé aussi, je crois, à un moment. Qui a fait un truc pour la crypto. Et bref, c'est tellement. Alors, Mbappé, j'ai vu qu'il l'avait fait avec Sorare, et ça, pour le coup, c'était vrai. Ouais, mais ça, c'est vrai. Mais ouais, non, ça marche. Et pour venir donc sur les narratives, donc on a parlé de Tao. Ouais. Donc toi, la narrative IA, tu penses qu'elle est, enfin Tao d'ailleurs, tu penses que c'est fini, que là, on a surfé quand même sur la plupart de la phase haussière, où il y a encore un potentiel à la hausse. Je pense qu'actuellement, il y a beaucoup d'altcoins qui sont encore sous-évalués. Ça revient à ce qu'on disait avant, que si le cycle suit son cours et si la temporalité nous donne encore raison, ce qui pour l'instant est le cas, donc il y a de fortes probabilités que ce soit le cas, on a des altcoins qui vont très bien performer. Et évidemment, les leaders, les tokens leaders, des narratifs leaders, vont avoir beaucoup le vent dans le dos. Donc j'estime que Tao est le leader incontesté de ce narratif-là. Avec quel autre sur l'IA Avec quel autre projet? T'as Render, t'as Nier aussi qui est largement positionné sur l'IA, qui ont annoncé un projet très ambitieux il n'y a pas longtemps aussi. Nier, c'est pas mal, parce qu'ils ont vraiment fait un coup de maître, parce que vraiment ils étaient un peu dans les bas-fonds de la charte. C'est vraiment ils sont encore un peu, mais ils annoncent des trucs très ambitieux. Nier, ça bosse pas mal, il y a pas mal d'activités. Là, ils ont annoncé il n'y a pas longtemps qu'ils voulaient créer, encore une fois, c'est ce qu'on disait sur les projets très ambitieux, ils ont annoncé qu'ils voulaient créer le plus gros réseau décentralisé d'IA au monde, 3 fois plus gros que ChatGPT. Et encore une fois, c'est des promesses. Ouais, bien sûr. Et on a besoin, pour se valoriser, on a besoin de grosses promesses qui après sont réalisables, pas forcément réalisées. C'est ça qui est compliqué. Non, mais c'est vrai que si on regarde le marché crypto là, sous l'angle de la rentabilité, les tokens n'auraient pas cette valeur-là. Donc c'est vraiment, on est basé sur la promesse. Donc tu disais Tao, Render, Nier sur l'IA. Ouais, il y a Fetch, enfin ASI maintenant, qui est la fusion de Fetch, Océan, Singularity Net, c'est ça.
qui a eu aussi un projet très ambitieux, qui est l'un des premiers projets à avoir fusionné ces tokens-là, et surtout pour 3 aussi gros projets. Je crois qu'ils étaient tous valorisés pas loin du milliard. Fed c'était au-dessus, Océan c'était pas loin, Singularity je sais plus, mais 500 millions minimum, donc il y avait pas mal de valo là-dessus. À voir un peu, il y a un peu d'incertitude aussi sur ce projet-là, parce qu'on a besoin de cibler bien correctement la proposition de valeur d'un projet crypto. On a besoin de le résumer en une phrase. Render, c'est du rendering décentralisé. Tao, c'est en gros un chat GPT, enfin un ensemble de sous-réseaux d'IA décentralisés. ASI, c'est quoi en une phrase? Ouais, bah moi je sais. Voilà. Là, c'est 3 boîtes qui sont un peu différentes. Donc, ouais, c'est ça. Donc c'est compliqué de cerner ça. Et je pense que là, il peut y avoir un petit flou, tu vois. Okay. C'est un peu délicat. Ouais. Ça marche. Et sur la partie Depin, d'ailleurs, tu peux rappeler ce que c'est en une phrase, la Depin Depin, c'est l'infrastructure décentralisée. C'est en gros utiliser la blockchain. Si j'ai besoin de cartes graphiques pour faire de l'IA, je vais essayer d'acheter une carte graphique. Sauf que maintenant, il y a quasiment plus de cartes graphiques disponibles sur le marché. Donc, je vais pouvoir aller piocher de la puissance de calcul en ligne qui va être prise des ordinateurs de monsieur tout le monde. Entre guillemets, c'est pas vraiment monsieur tout le monde, mais des gens disponibles qui vont la mettre en commun et la donner à des gens via la blockchain, donc via un socle économique. Yes. C'est à peu près ça, globalement. Et tu vois quoi comme leader sur cette narrative, du coup? C'est quoi un peu tes outsiders? Alors déjà, tu as Solana qui indirectement est la blockchain des Depin actuellement. Tous les projets, des bons projets Depin, et Solana, une blockchain qui est propice à cet environnement. C'est rapide, on a besoin de ça, il y a beaucoup de transactions, il y a beaucoup d'activités. Il faut que ça soit rapide, pas cher. Et Solana, c'est rapide, pas cher. En Depin, tu as aussi Render qui est justement entre les deux, entre IA et Depin, qui est aussi très intéressant. Tu as tous les projets de fourniture comme Akash, de GPU décentralisé, Akash, IO et Ether. Donc il y a un peu cette guerre là dans ce milieu-là. Je pense que Depin, c'est les leaders de ce narratif qui vont être valorisés. Pourquoi les leaders? Parce que en termes de valorisation de jetons, on va pas aller chercher beaucoup de revenus. Lequel projet fait le plus de revenus, puisque tu regardes Akash, tu regardes Render, c'est des projets qui sont valorisés énormément, mais qui font pas énormément de revenus. Parce que Depin, c'est une preuve de concept. C'est d'arriver et de dire voilà ce qu'on peut proposer et voilà la promesse qu'on peut avoir dans quelques temps. Ouais. C'est ça qu'on recherche en fait. Donc ça, c'est pour la partie Depin. Et bon, après, parlons des mêmes coins. Ah, putain. Parce que je pense que beaucoup de gens ont un peu pris ça à la rigolade. Et moi, c'est marrant parce que je me dis, on est tous un peu le même coin de quelqu'un, dans le sens où tu vois. Je me dis, mais absolument. On regarde les mêmes coins un peu d'un regard un peu un peu hautain, en disant oui, non, mais ça n'a pas de valeur. Mais en fait, je me dis, c'est peut-être ce que disaient aussi les gens il y a quelques années quand on parlait de Bitcoin et que les gens nous disaient, non, mais c'est quoi le Bitcoin, etc. Donc, moi, j'avoue, c'est un truc que je ne comprends pas, mais je me dis, je peux comprendre que ça a de la valeur, tu vois. Alors, ce qui a de la valeur, je ne sais pas, est-ce que c'est la communauté? Et finalement, c'est marrant, tout à l'heure, j'écais une interview de Mourad chez CryptoPixel, c'était intéressant. Okay. Et le gars expliquait... fort, hein. Ouais, et Mourad expliquait, tu vois, que finalement... je sais pas, tu prends Ripple et plein d'alt, en fait, ça a été un peu des mêmes coins, dans le sens où ce qui faisait que le token avec de la valeur, si tu vois, c'est pas le fait que... il y a la promesse, mais c'était pas le revenu généré, c'était plus à quel point la communauté allait donner de la valeur, entre guillemets, au projet parce qu'elle s'activait. Et finalement, c'est un peu ça la même coin, tu vois, c'est vraiment... ça a de la valeur parce que tu as le projet qui est entre guillemets actif, hein, les membres du projet qui sont actifs. Est-ce que c'est pas ça justement comment on pourrait justifier le fait que plein de projets sont des mêmes coins? J'en sais rien. Mais techniquement, si on valorisait une crypto-monnaie par rapport à ses revenus générés ou une valorisation d'action normale, quasiment toutes les cryptos seraient surévaluées. Ouais. Et même dans les boîtes, dans l'écosystème blockchain, il y a très peu qui sont rentables, même hors token. Hein. Très très peu. Il y a des plateformes d'échange, bien sûr, des custodians, des wallets et tout. Mais... Et du coup, si on part du principe que dans cette structure-là, toutes les crypto-monnaies sont surévaluées, qu'est-ce qui crée la différence entre la valorisation normale et la vraie valeur? Cet espace-là, c'est l'attention des gens. C'est ça, une crypto-monnaie. Il y a 2 millions de crypto-monnaies. Où est-ce que les gens concentrent leur attention? Donc il y a plein de mécanismes qui avancent ça. Et je pense que si on part de ce principe-là, les mêmes coins sont la vraie porte à l'attention. Où on est en train de se rendre compte qu'en fait, la promesse qu'on s'est tous un peu créée, qui est assez fausse de les crypto-monnaies doivent être utilisées par tout le monde, la blockchain, blablabla, tu sais, c'est la mode 2021. Dans 10 ans, tu sauras que tu utilises la blockchain sans savoir que tu utilises la blockchain. Oui, mais c'est pas ça qui fait la valeur actuelle des cryptos. Et donc là, les mêmes coins, c'est simplement assumer que
on va simplement utiliser notre attention quelque part et on va la disperser. Donc c'est une économie de l'attention. On va vers et ça crée des communautés. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que tu disais. C'est que, tu vois, je parlais en live un coup des revenus sur Solana et que tu regardes les revenus sur Solana qui sont grimperont comme ça parce que Solana est la blockchain des meme coins. Et il y a beaucoup de commentaires, c'est oui, mais c'est que des meme coins. Mais on dirait pas ça si c'était que des pins, que des IA. Ouais, quoi. Parce que ça crée de l'activité économique, ça a une valeur ajoutée. Donc les meme coins ne doivent pas être sous-estimés. Les meme coins ne doivent pas être traités trop différemment de l'entièreté du système. Ouais. Mais c'est quand même, de l'autre côté, un milieu qui est assez à part et qui est assez délicat à gérer. Donc, tu as cet équilibre de faut pas dormir non plus sur les meme coins, mais tu as cet équilibre de attention à cet écosystème parce qu'il y a ce qu'on voit, il y a la partie immergée de l'iceberg où 99% des meme coins ne voient jamais le jour parce que l'attention est concentrée sur là. Et par contre, justement, quand l'attention, la communauté se concentre sur cette crypto-monnaie-là, bah c'est là que le meme coin prend énormément de valeur. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est vrai que moi, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que finalement les gens prennent de haut les meme coins parce qu'ils comprennent mal l'économie de l'attention ou parce qu'il se passe aussi n'importe quoi sur les meme coins, tu vois. Les deux, hier, je crois que c'était un gosse de 10 ans Carrug, qui 30K. Finalement, le truc est monté et qui faisait des fucks à tout le monde. Et finalement, 50 millions, c'est ce qu'il avait reg. Ouais, non mais. C'est noble. Mais l'attention, il y a eu de l'attention. Ouais. Les gens sont allés. L'attention, économie de l'attention. C'est ce qui valorise les meme coins. Ouais. Mais c'est le milieu entre les deux. C'est que c'est tellement dégène. C'est les NFT. C'est exactement. C'est les NFT les NFT ouais, de exactement. l'époque. Ouais. C'est l'histoire qui se répète. Ouais, exactement. Et du coup, si l'histoire se répète, énormément de meme coins iront à zéro à la fin de ce cycle. Toi, c'est quoi ta stratégie du coup sur les meme coins Alors, pour être honnête, je pense que pour faire beaucoup d'argent sur les meme coins, tu ne dois être que sur les meme coins. Tu dois comprendre, c'est un peu comme les NFT à l'époque, c'est la même parallèle, c'est qu'avant les NFT tu devais comprendre quelle collection allait recevoir de l'attention, quelle collection allait être valorisée, comment. Si tu ne sais pas le faire, et moi je ne sais pas le faire, parce que je n'ai pas le temps nécessaire ni l'envie, c'était pareil que les NFT, j'avais pas spécialement ça à allouer, je pense que les mêmes coins à grosse capitalisation vont bénéficier de la liquidité globale, donc je suis positionné sur certains gros meme coins, genre PP, WIF, Bonk, les classiques. Et par contre, je reste aussi concentré sur les autres crypto-monnaies parce que j'estime que énormément de gens pendant ce cycle-là vont rater beaucoup de gains parce qu'ils vont un jour ou l'autre pivoter sur les mêmes coins. Et que, tu sais, là, on a un peu de plus en plus cette pression de « Ah, t'es pas sur les mêmes coins ». Et c'est ce qui se passe quand t'avais la même chose avec les NFT. Ah, t'es pas sur les NFT. Là, il manque un mec très connu qui crée un meme coin. C'est avant, quand c'était les bored apes en photo de profil. Tu vas peut-être avoir le même coin de Neymar, le même coin de lui, de Elon Musk, je pense qu'il est bien attaché à son même coin, mais et tu vas avoir cet ensemble-là. Et oui, on peut faire des gains, mais on peut aussi se déconcentrer de sa stratégie d'investissement global. Dans une thèse d'investissement, les meme coins sont compliqués à prendre en compte s'ils sont pris en compte avec d'autres éléments. Tu vois, je pense que le mec il fait vraiment des gains sur les meme coins, et tu peux faire beaucoup de gains sur les meme coins, mais il est que sur les meme coins, ou très centré là-dessus. Et c'est pas un truc qui m'intéresse spécialement. Et je suis à l'aise avec le fait de rater beaucoup d'opportunités. Parce que tu peux pas avoir les yeux partout. Tu vois, tu peux pas être partout en crypto. Parce que si t'es pas à l'aise avec ça, au bout d'un moment tu as FOMO et c'est là où tu prends une mauvaise décision. C'est ça, c'est toujours cet équilibre d'être à l'aise. Toi, t'es comment avec les meme coins? T'en as quelques-uns? Tu trades un peu? Non, pas du tout. J'en ai acheté un tout petit peu, tu vois, sur Bonk, PP, WIF. Les classiques. Classique, tu vois. Mais voilà, c'est plus. Et j'ai l'impression d'être, encore une fois, bon père de famille, tu vois, quand t'es exposé à ces trois-là. Quand t'achètes que du WIF. T'imagines quand même comme notre génération est bizarre par rapport à il y a 30 ans. Tu es bon père de famille quand t'achètes du WIF. Non, quand je dis bon père de famille, c'est-à-dire que je vais pas aller m'aventurer sur d'autres meme coins, tu vois, que le top 50. Et encore, enfin voilà, ceux-là, je les estime ok, tu vois, et limite Doge, mais les autres, je comprends pas, tu vois. En fait, c'est pas que je comprends pas, c'est-à-dire ça m'échappe et je méprise tout ce système-là. C'est juste que j'arrive pas à comprendre ce qui fait qu'il y a tel meme coin va prendre plus de valeur que tel meme coin. Alors je comprends qu'il y a une commu derrière, qu'il y a des choses qui sont faites, etc. Mais pareil, je pense qu'au bout d'un moment, les journées durent 24 heures et que il y a tellement de, en fait, ça bouge tellement vite aussi et que j'ai l'impression que c'est un métier à plein temps, tu vois, que les gars qui investissent dedans, ils font ça toute la journée. Ils sont dans 500 Discord différents, tu vas voir un peu là où est l'attention, tu sais, les télégrammes, on a tous ce pote qui a 15 Discord avec 99 plus notifications. Non, je crois que maintenant Discord, t'as les plus de 100, donc 999 plus. Après, t'as 15 télégrammes qui est sur tous les comptes, qui fait les listings.
C'est beaucoup d'énergie. C'est ça. Bon, après, peut-être qu'il y aura une IA qui se pluguera Ouais. au Discord pour faire des résumés des conversations, parce que c'est vrai que c'est un métier à plein, juste de suivre. Bref, clairement, c'est très très compliqué. Ouais. Donc, mais toi, tu penses qu'on peut, par exemple, je sais pas, on prend les PP, Bonk, Wif, ils peuvent encore faire un x10 pour toi, ou le grand de la hausse a quand même déjà été fait, quoi. Faut regarder la valo, mais il y a cette théorie de super cycle des mêmes coins. Honnêtement, j'en sais rien. Est-ce qu'il peut faire un x10? Il peut faire une très belle performance. Corrélé à l'ensemble du marché des cryptos, l'ensemble du marché des altcoins. Donc x10, ça dépend de la valo, mais c'est pas impossible, tu vois, techniquement. Parce que, encore une fois, l'attention. Et c'est là où un élément externe peut faire exploser encore plus qu'on le croyait. En fait, là où justement, vu que c'est l'attention et pas les revenus ont un plafond. Une entreprise génère un plafond de revenus en fonction de l'écosystème dans lequel elle est. Ouais. Si c'est de l'attention qui drive le prix, bah l'attention peut, là elle est là, elle est déjà énorme, mais elle peut être là. Donc t'as pas ce plafond qui se crée sur le marché des meme coins et même sur les cryptos, mais encore plus sur les meme coins, comme ça peut être le cas par exemple sur une action, où sur une action, bah, tu as quand même un certain plafond qui peut se créer parce que justement c'est drivé par quoi? Par les revenus, par la croissance, etc. Là, pas du tout. Moi ça m'échappe un peu, ouais. Et c'est marrant, bientôt je vais faire un épisode sur les memecoins justement avec deux experts du sujet, mais trop bien. C'est vrai que je me dis, ok, à quel moment tu vois, il y a la création de revenus avec les memecoins, même s'il y a beaucoup d'attention, tu vois, ok, il y a plein de gens qui achètent du PP, mais comment tu vois après la communauté PP arrive à monétiser cette attention? Peut-être qu'ils vont trouver, je pense que c'est au tout début de Facebook, on se demandait mais pourquoi Facebook valorisait autant, on comprenait pas, pourquoi Facebook rachète Instagram et WhatsApp des milliards alors que ça les vaut pas, alors qu'en vrai comment les mecs, comment ils s'appellent, Yuga Labs, les mecs qui ont fait les bandés puis ont réussi à monétiser. Bah, ils ont essayé, ils ont créé Epcoin, mais bon, pour le coup, ils ont galéré. Et c'est pas impossible que ce soit à peu près la même chose. On verra. Ouais, on verra. Et toi, c'est quoi ta cible pour Bitcoin pour ce cycle? Si t'as une cible, tu me demandes des. là, on y va là. Alors, j'ai une thèse. Pour pas te donner entre 100 et 180. Ouais. J'ai une thèse qui est l'hypothèse que peu de gens, ou en tout cas moins de gens qu'on pourrait croire, vont vendre à 100K. On peut arriver à 100K, ça se trouve on y est déjà au moment où on parle. Possible. Il peut y avoir évidemment de la fluctuation dans ces zones-là, énormément de mouvements, mais avec tout ce qui s'est passé, c'est pas impossible que on ait plus du tout ce plafond des 100K, qui avant était ce qu'on pensait, donc on disait autour de 100K, 100, 110, 120, et qu'on puisse aller un petit peu plus vite qu'on le croit au-dessus des 120. Encore une fois, c'est très 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 spéculatif, et c'est basé sur pas grand-chose, si ce n'est mon ressenti global, mais de toute façon, les targets de prix dépendent de beaucoup trop de choses. Exactement. Dépendent de la macro, dépendent de la global liquidity, dépendent des éléments externes, de si tel ou tel fonds va venir, tel pays va utiliser Bitcoin en réserve stratégique, à quel pourcent, enfin, il y a trop d'éléments. Très vite, quoi. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Non, mais Et toi? Parce que je me suis mouillé, mais toi, là. Moi, justement, en fait, j'ai un peu une stratégie où je me dis, en fait, je me dis que plutôt ce fait de mettre une target, enfin, en mettre une pour ne pas en mettre 3 ou 4, et en fait de juste take profit au fur et à mesure, tu vois, se dérisquer à chaque, tu vois, les 100K, je pense qu'en vrai c'est déjà un bon prix pour se dérisquer. Les 120, entre 120 et 150 aussi, et après, enfin, en gros, de pas attendre un palier pour tout vendre, mais de dire, ok, je pense qu'on vend toujours trop tard et jamais trop tôt, quoi. Ah ouais, et... C'est le moment du podcast où je cite Warren Buffett, mais qui disait qu'il avait fait fortune en vendant toujours trop tôt. Pas plus tôt, trop tôt. Et pareil, mathématiquement, c'est 1000 fois plus rentable de vendre trop tôt que trop tard, pour plein de raisons. Parce que ça monte plus lentement que ça descend. Parce que l'humain a ce qu'on appelle l'effet de disposition, qui est de considérer beaucoup plus ses pertes que ses gains. Donc quand on va faire des gains, on va vouloir les sécuriser très vite, ça monte lentement. Quand on va faire des pertes, on va les laisser couler. Et donc si on laisse couler les pertes, bah c'est la chute libre pour la suite. Donc t'as plein d'éléments comme ça qui font que, surtout pour les plus débutants, mais même pas que pour les plus débutants. Et c'est vrai que je me dis, je pense pas trop me mouiller en disant qu'un jour, en période de bear market, le BTC va retourner sous les 100K, qu'on va aller vers les 80-70. Donc là, si vous vendez maintenant, a priori, vous serez au-dessus de ce palier-là, quoi. Historiquement, on n'est jamais retourné en dessous du prix des élections américaines. Jamais retourné en dessous. Donc les élections, on était à quoi, 72 64, 70 quoi. Dans cette zone-là. 70 donc, quoi. Voilà, je pense que que faut pas être trop greedy, quoi. Il faut dézoomer aussi. Exactement. Faut dézoomer, voir un peu ce qui s'est passé, qu'il y a 2 ans on était à 20 000 et qu'on est à 90 000.
20 000, 90 000. Ouais, tu c'est vois, quand même déjà fou. énorme, quoi. Enfin, Ouais. Mais je pense que là où les gens sont un peu piégés, entre guillemets, c'est qu'on est beaucoup à être exposé sur les altcoins. Et je dis on parce que j'en fais aussi partie. Que pour l'instant, tu es obligé, entre guillemets, de subir cette montée parce que les altcoins performent plus tard après Bitcoin. Donc l'évolution de Bitcoin, oui, tu peux prendre des profits, mais tu vas être soit break-even, soit pour certains altcoins un peu en dessous. Ouais. C'est un peu ce piège-là qui se referme en bull run. D'où le fait qu'il faut prendre des profits le plus tôt et le plus rapidement possible. Ouais, toujours façon take profit en plusieurs parties, et jamais tout d'un coup. Voilà, vraiment le principe de base. Et donc on a parlé d'IA, de Depin, de BTC, de Memcoin. Tu vois d'autres narratifs, toi Il y a les real world assets qui sont... En fait, dès que je fais un événement, c'est un événement crypto, il y a des gens qui viennent te parler, et tu discutes toujours avec eux, salut, ça va, j'adore tes vidéos, ah merci beaucoup, trop cool. Et souvent, tu as un blanc. Et c'est le moment où tu leur demandes, et toi, ça va, tu travailles dans les cryptos? Et ouais, moi en fait, je suis en train de tokeniser ça. Et j'ai tout vu. Et ils ont tout tokenisé. Tout est sur la blockchain maintenant. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que Real World Asset, donc la tokenisation des actifs réels, mettre sur la blockchain de l'immobilier, de l'equity, peu importe, c'est quelque chose qui est réel, qui est en train de se développer. Donc, c'est pour moi l'un des narratifs qui peut faire pas mal de bruit, surtout avec le fonds de BlackRock qu'ils ont lancé il y a quelques temps. Avec Larry Fink, qui sait très bien ce qu'il fait quand il dit que les real world assets seront à je sais plus combien de valeur. Combien il avait dit 10, je sais plus le chiffre exact. 10 billions, un truc comme ça. Donc, c'est un narratif qui est important. Donc, tous les leaders, pareil. Mais c'est encore une fois très peu. C'est pareil, c'est que oui, mais preuve de concept. Preuve de concept. C'est vrai que pour moi, les reward assets, pour le coup, ça dépend beaucoup de la réglementation. Enfin, surtout d'ailleurs en France, mais d'ailleurs partout. Et que je pense que il y a eu un bon départ, tu vois, avec la tokenisation notamment des bons du trésor américain, US. Il y a pas mal d'acteurs positionnés sur le sujet. Mais c'est vrai que je pense que ça va prendre encore pas mal de temps, tu vois. Je pense sur des thématiques d'immobilier, d'equity. Je pense que c'est quelque chose de très long terme, Ouais, ça va prendre. Lui, il avait dit 2030. Ça va se développer, ça va prendre du temps. Et ça fait partie de ces narratifs, un peu comme les... Tu vois, dans l'idée, il y a une époque où on parlait des ZK roll-up, tu vois, ces trucs très tech. Ça fait partie des narratifs assez difficilement tangible. Tokeniser l'immobilier, oui, c'est tangible, mais c'est pas l'IA, tu vois, c'est pas les mêmes coins, c'est pas d'un coup je comprends. Et ces narratifs-là ont un plafond, tu vois, on parlait du plafond tout à l'heure. Ces narratifs-là, qui sont moins perceptibles par la plupart des gens, le mec qui est dans les cryptos, il va pas aller sur tokenisation de l'immobilier, il va aller sur Memcoin, il va aller sur IA. Et donc tu as ce plafond qui se crée pour le meilleur comme pour le pire, parce que pour le meilleur, il va y avoir une stabilité version crypto qui peut se créer. Donc on va se baser plus sur les revenus, sur ce qui est fait. En bear market, ça peut un peu moins se faire défoncer que la normale. Mais en bull run, c'est le momentum qui est maître. C'est que le momentum. Les tokenomics, le fondamental, c'est des sous-tiroirs comme ça que tu ouvres à la fin. Et comment tu arrives finalement à créer de l'engouement à partir de, pas du vent, mais parfois... Parfois si. Parfois si, effectivement. Parfois si. Non mais je suis complètement d'accord, c'est vraiment... surtout sur les phases verticales de bull market, donc les phases de fin en général, là ça devient vraiment irrationnel et on est vraiment que sur la psychologie des foules et très peu sur des éléments tangibles, rationnels. Donc, c'est que ça. Tout est possible. Les NFT, qu'est-ce qu'il y avait de tangible est-ce que c'était pas du vent la dernière fois, alors que tu te rappelles à l'époque c'était la révolution du siècle, tu vois. Pas sûr. Non, c'est clair, plus ça monte vite, plus ça descend vite, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Tous les gains faciles sont des pertes très rapides. Exactement. Et toi d'ailleurs, à part on a parlé pas mal d'investissement, de narrative, tu fais aussi, tu diversifies ton exposition à la crypto. Ça peut être par exemple avec du mining, de la DeFi, je sais pas, du VC, de la private sell. Je fais quelques private sell de temps en temps. Ok. J'imagine avec ton réseau, tu as peut-être accès parfois, on te contacte. Ça arrive d'avoir accès. Après, je trouve que c'est un milieu qui est toujours assez spécial parce que, en fait, quand tu as une vente privée, tu vas regarder quoi? Tu vas regarder la valorisation, le projet, le vesting. Donc, combien de temps c'est lissé. Et donc, tu as un truc un peu malsain où toi, tu vas avoir tes tokens très vite parce que tu veux rembourser ton investissement. Mais quand tu regardes les tokenomics, tu sais que c'est un projet qui, s'il a des vestings très rapides, si par exemple tous les jetons des investisseurs sont libérés jour 1, ou ça arrive de moins en moins ça, mais ou sur 6 mois par exemple, tu sais que le projet est quand même voué à avoir beaucoup de pression vendeuse. Et derrière, tu as l'autre côté où tu as
si tu as des conditions très longues, bah, tu peux bloquer ton investissement pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc, vu que c'est cyclique, c'est là aussi où ça peut être un peu délicat. Ouais, le moment où tes fonds vont être sortis, quoi. Ouais. T'anticipes, tu dis, ok, est-ce que je vais pas être en bear market ouais. quand mes fonds vont être sortis? Bah, tu regardes ça, et tu te dis, putain, mais en fait, la valo, du coup, n'a plus aucun sens. Tu peux diviser quasiment la valo par 3 et réfléchir à ça. Après, en fait, je pense que, vu que je suis beaucoup dans le milieu des crypto-monnaies, j'ai un edge là-dessus. Et donc, j'ai pas spécialement d'intérêt à aller dans des actions hors crypto. J'ai des actions, j'ai Mara, MicroStratégie, ces actions qui sont très reliées. Mara, c'est minière. Hein. Ouais, c'est ça. Donc des minières, MicroStratégie, ce genre de projets qui sont reliés à ça et qui me permettent de tout de même avoir une exposition aux crypto-monnaies, mais sous un levier, sous un registre un peu différent. Donc c'est de la diversification, mais toujours avec un point d'ancrage qui est Bitcoin ici. Bitcoin plus que les altcoins. Intéressant. Et ouais, non, effectivement, les minières, c'est un bon moyen. C'est vrai que les minières, c'est le Bitcoin en plus volatile, quoi. C'est-à-dire que c'est du Bitcoin avec levier. C'est ça, c'est du Bitcoin avec levier. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, justement, tu as des proxys de Bitcoin, donc pour moi, les altcoins, les minières, MicroStratégie, etc. sont des proxys de Bitcoin, sont des crypto-monnaies, des actions qui sont reliées à Bitcoin. Et donc comme Coinbase d'ailleurs aussi, peut-être. Exactement, ouais. Et après, tu as les altcoins qui sont un peu plus, qui sont aussi des leviers de Bitcoin, mais qui ont un côté très indépendant. Ouais. Donc tu peux avoir le meilleur des deux mondes, ou si tu veux un projet assez indépendant relié à Bitcoin, tu vas vers les altcoins. Si tu veux un projet relié à Bitcoin avec du levier, tu vas vers ces actions, les minières, MicroStratégie, etc. Coinbase. Ouais. Et la partie DeFi, airdrop, tu touches un petit peu, pas trop? C'est un peu pareil que les mêmes coins, tu vois. C'est que le mec qui fait de la DeFi, le mec qui fait des airdrops, c'est beaucoup de temps sur ton Phantom, sur ton Rabi Wallet à faire des transactions. Et les vidéos prennent beaucoup de temps. Donc j'essaye d'en faire quand c'est simple, quand ça me prend pas énormément de temps. C'est loin d'être mon domaine principal d'expertise. Ok. Et d'ailleurs, pour revenir un peu sur ta chaîne, parce que c'est vrai que tu es devenu vraiment un des youtubeurs les plus écoutés, les plus vus aujourd'hui sur la partie crypto. Comment ça s'est fait? Ça a été quoi un peu la transition, tu vois, entre avant et le moment où tu as explosé? Comment t'expliques Ça a été très très linéaire en fait. Ouais. C'est que j'ai commencé ma chaîne fin 2021, début 2022. Donc que du bear market. Ouais. Donc au début c'était des vidéos très linéaires, 500 vues. 2 mois plus tard 1000 vues, 2 mois plus tard 2000, 3000, 4000, très 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 linéaire. Et je pense qu'il y a quand même eu un shift au moment où j'ai commencé à me rendre compte d'une chose, c'est qu'avant je faisais des vidéos très orientées tech. La tech d'un projet très... J'essayais de la rendre accessible à tous, mais c'était quand même pointu. Tu vois. Et après je me suis rendu compte qu'en fait, objectivement, 99,9% des gens sont dans la crypto pour l'investissement, pas pour la tech du projet. La tech sert à quelque chose, mais c'est qu'un tiroir parmi d'autres que tu vas utiliser pour faire des gains. Les gens sont dans les cryptos pour faire des gains, c'est un fait. Et donc j'ai un peu shifté mon approche tranquillement vers quelque chose d'un peu plus stratégie d'investissement dans les cryptos. Comment on gère un bull run, comment on anticipe ça, quels sont les biais qu'on va avoir, parce que je pense que c'est très important là-dedans, tu vois. Les gens qui sont dans les crypto-monnaies, qui investissent dans les crypto-monnaies, sont souvent des gens qui sont assez jeunes. Il y a beaucoup de gens un peu plus âgés, mais c'est quand même une communauté, une population qui est jeune, peu expérimentée, avec énormément de pièges. Tu vas sur YouTube, tu vas sur Twitter, tu vas sur Insta, TikTok, t'as des scams, t'as des pièges partout. T'as des scams, t'as du bruit, c'est un champ de mine. En fait, la crypto, c'est un PMU géant. Tu sais, t'as toujours ce mec, enfin, je vais rarement au PMU, je vais pas te mentir, mais ce mec derrière toi au PMU, j'imagine un peu bourré, qui te parle mise sur le cheval là et tout. La crypto, c'est ça, pendant 6 mois, en boucle sur tous les réseaux. Donc c'est très dur à gérer. Et donc je me suis dit, il faut que j'aide les gens et que je puisse les protéger, ou en tout cas leur créer une bulle, les aider à se créer une bulle pour éviter tous les pièges en crypto et en bull run. Parce que si tu évites les pièges, tu as déjà fait une grande partie du travail, surtout si tu es débutant. Ouais, c'est une bonne approche, effectivement. Je suis quand même d'accord, c'est vrai que c'est un milieu qui est encore très Far West. Hein. C'est Far West, c'est PMU, c'est le No Man's Land. Je faisais la dernière fois des interviews sur vraiment des personnes qui aident, en fait, c'est des sociétés qui aident les personnes à retrouver leurs fonds en cas de scam. Et tu as des histoires, parfois, ça fait mal au cœur. Souvent, d'ailleurs, c'est les personnes les plus vulnérables qui prennent le plus cher. D'ailleurs, ça m'arrivait hier, tu vois, un mec qui m'envoie un message. On a quasiment le même âge, je suis tes vidéos, je me suis fait scam 30K par un mec, qui sont tous les investissements que j'ai mis de mon taf à l'intérim, parce que le mec m'a mis en confiance, il m'a dit qu'il pouvait faire x2 sur sa stratégie de trading. Si je lui envoyais 30K, il veut plus les renvoyer. Et ça fait mal au cœur. Tu te dis, ok, je vais essayer de t'aider. Mais la meilleure façon de protéger l'ensemble, c'est de faire de la prévention et d'éduquer, mais dans l'ensemble très large. Pas d'éduquer
sur la technologie. Parce que Ouais. ça, c'est qu'un tout petit espace du champ de bataille, du champ de mine. Ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, donc tu as lancé aussi ce projet avec Paul Crypto Formation. Ouais. Comment ça s'est fait? Enfin, vous étiez déjà en contact, vous vous êtes dit, ouais, ça peut être cool de réunir nos forces. Lui, il faisait des vidéos depuis longtemps. Je le suivais aussi beaucoup. Et il m'a envoyé un message. Salut, viens, on s'appelle. Ok. On discute. Ouais, j'aime bien ce que tu fais. Ah, moi aussi, j'aime bien ce que tu fais. Ok. Il me dit, j'ai Crypto Recherche. Crypto Recherche, qui est un groupe Ouais. d'informations sur lequel, à la base, il faisait qu'un rapport mensuel. Mhm. Parce que lui, pareil, quand il parlait d'une crypto-monnaie, il était exposé, etc. Il avait les désavantages sans les avantages de ok, bah, on a fait des gains, mais tel problème. Donc il a dit bon, je vais faire payer les gens pour leur donner cette information. Ce rapport-là, il faisait qu'un rapport, et après il s'est dit bon, il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir un intérêt, on va développer tout ça. Et il m'a dit bon, est-ce que tu veux faire un rapport? Je lui ai dit oui. J'ai fait un rapport de 40 pages sur les real world assets, je crois. Ok. C'est le truc où tu dis allez vas-y, Ouais. faut que ça soit carré. Il a dit ok, trop cool, est-ce que tu veux en faire un? Ouais, ok, trop cool. Et ça s'est fait sur plusieurs mois où après Ok. on s'est dit ok, est-ce qu'on s'associe pas? Et on a un peu allié nos forces sur ça pour créer ce groupe qui est maintenant le plus gros groupe francophone crypto. Donc, Excellent. trop cool. Est-ce que vous êtes plus de 1000 dedans? Ouais. Ok. Je peux pas te donner le chiffre exact, Ok, mais, non, mais on est pas mal. On est sur cet horizon, Ouais. sur cette échelle. Ok. Trop cool. Et non, bah écoute, on arrive à la fin de l'interview. C'est très cool d'en savoir un peu plus sur, sur C'était toi. un plaisir. Moment carte blanche, je sais pas, est-ce qu'il y a une dernière pensée que tu veux partager sur le marché, sur ce que tu veux là, Moi, je trouve que quand on écoute des podcasts, toujours le mec qui interviewe, qui donne pas assez d'informations sur lui. Donc, Ouais. toi, moment carte blanche. Non, mais c'est vrai, on a toujours envie, je sais pas si tu le feras un jour, mais fais un podcast des fois avec ton associé ou quoi, pour parler un peu de toi. Ouais. C'est un truc que j'ai fait il y a pas longtemps. J'ai franchi ce cap qui était très dur, où j'ai fait un podcast où j'ai raconté ma vie pendant 1 heure. Ok, ah, c'est excellent. Et ça fait flipper. Tu le Ouais. publies, et cette fois, c'est plus l'information que tu donnes qui est que les gens vont juger. C'est toi. Et Ouais. les retours sont fous, et ça crée pas mal de proximité. Donc, C'est intéressant, ouais, non, mais effectivement, je partage un peu cet avis, tu vois, de trouver un peu la frontière entre à quel point il faut se dévoiler ou C'est pas. dur, ouais. C'est assez dur aussi, mais tu as raison, c'est un bon point. C'est marrant, tout à l'heure, moi je me suis un peu identifié à toi quand tu disais au début, je parlais que de tech et les gens ne comprenaient pas trop. Et c'est vrai que moi sur le podcast, j'ai eu un peu pas ce chiffre, parce que j'aime bien quand même parler de tech. Bah, tu vois, par exemple, là, l'épisode du jour que j'ai publié, c'était avec le CTO de Ledger. On parlait un peu de Keyring, leur nouveau protocole, et un peu des différents produits de Ledger. Mais ça parle moins d'investissement. Mais effectivement, je trouve quand même que l'investissement, c'est quand même la partie qui fait affaire, qui va le plus intéresser les gens, et en même temps sur laquelle du contenu à forte valeur ajoutée aussi a de la valeur, tu vois, que les gens sur YouTube, et que in fine, les gens qui recherchent vraiment de la tech, peut-être que c'est pas sur YouTube où il faut publier du contenu, c'est en fait il faut créer je sais pas, une espèce de masterclass, une plateforme privée plus payante, plus chère, parce que ça apporte plus de valeur à moins de monde, et donc c'est un peu le... en fait, ça a une valeur ajoutée précise pour une communauté précise. Exactement. Mais la plupart des gens, ils veulent plutôt essayer d'éviter les erreurs, les retours d'expérience, etc. Toi, par exemple, c'est quoi les 2 plus grosses erreurs que tu as fait dans les cryptos? Bon, il y en avait plus que 2, mais c'est vrai que les 2 plus grosses... non, les 2 plus grosses, je pense, tu vois, c'est... Alors, moi, si j'avais des conseils, tu vois, ça peut paraître contre-intuitif, mais en période de bull market, c'est de se couper des réseaux. Ouais. Je pense que c'est hyper important, parce que ça va rien t'apporter. C'est-à-dire que on a un peu cette fausse idée reçue que plus tu vas passer du temps à faire quelque chose et plus tu vas avoir des meilleurs résultats. Je pense qu'en trading, en investissement, c'est complètement contre-intuitif. Donc de simplifier. Avoir des stratégies hyper simples, et surtout de pas dire ok, je vais regarder tous les jours telle personne ou voir tout ce qu'il dit, parce qu'au bout d'un moment, ça va juste être du bruit. Ouais. Et je pense que donc éliminer le bruit, c'est hyper important. Ok. Et pas vendre, on vend jamais trop tôt, je pense. C'est un autre conseil que je pourrais donner. Okay. Et comment on vend trop tôt, du coup? Est-ce qu'on vend à 100K? Est-ce qu'on vend à 110? À 120? Moi, je pense déjà que c'est toujours intéressant d'écouter l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc, si par exemple tu dis je veux acheter là, tu dis ok, si tu veux acheter, c'est peut-être qu'il faut vendre. Ouais, absolument, mais totalement. Mais mec, 100%. Ça, c'est vraiment la classique. C'est que t'es un peu en stress et tu te dis, ça, c'est exactement ce qui s'est passé à mon dernier cycle. J'ai vendu à 55 000 à peu près. Le prix de vente moyen, 55. Pas mal, ça va, tu vois. Et j'ai vendu à 55 000 dans la hausse. Et donc, le lendemain, je me réveille, 59, 62, 60. Et c'est horrible. Et justement, c'est hyper intéressant de vendre trop tôt. Je pense que si on va encore plus loin, quand tu vends, tu dois avoir cette peur qu'on monte encore. Exactement. Ça doit être un indicateur de, ok, je suis dans cette situation qui est très désagréable, très inconfortable, mais c'est obligatoire. Parce que c'est
c'est très agréable de vendre. C'est un peu paradoxal. Non, mais complètement. Mais c'est ça. Et ouais, je pense que de toute façon, le trading, c'est quelque chose d'assez. Enfin, l'investissement, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif. Et donc, voilà, c'est. Mais ouais, comme on dit, on achète ses leçons, quoi. Oui, c'est ça, on achète ses leçons, c'est ça. Donc si on peut éviter d'en faire énormément... Je pense que c'est inévitable en vrai d'en faire. Ouais. Je pense que le mieux c'est d'en faire avec le moins de capital possible pour ensuite garder du capital alloué après du vrai invest, quoi. Ouais. T'as déjà fait un gros multiple pas vendu? Ouais, Joker. Non, un gros multiple pas vendu. Ouais, ben... À l'époque, oui, tu vois. Après, forcément, c'est jamais gagnant. Je pense que, voilà, comme je le disais, on viendra sur des niveaux inférieurs au niveau actuel. Donc, je pense qu'il ne faut pas être greedy et il faut accepter de ne pas faire des coefs, des fois 100 ou je sais pas, et juste se satisfaire des gains. Ouais, quoi. Et se décorréler du marché. C'est que on n'est pas là pour extraire le maximum du marché, surtout si on a un niveau d'expérience qui est plus faible. Le marché... Il y a le marché, il y a nous, en tant qu'investisseurs, et c'est lié, mais ça reste indépendant. C'est-à-dire que les gains que je vais sortir, ce sont des gains qui sont indépendants, qui ne sont pas liés à où va Bitcoin va aller. Si là, maintenant, j'ai fait x3, je sors à 100 000, qu'on aille à 120, 130, 140, ça ne change rien concrètement à mon profil, mes gains, ma stratégie. Et ça, c'est assez délicat à cause des réseaux aussi, je pense, beaucoup, à cause du bruit. Complètement. Et je pense aussi, tu vois, un dernier truc, c'est que, je sais pas, si par exemple, tu fais une plus-value de 100% sur 20 ans en immobilier, tu vas accorder peut-être plus de crédit à cette plus-value que si tu as fait x2 en 24 heures. Ouais. Alors que 1 euro, ça reste 1 euro. Et que, in fine, les plateformes de marché sont liquides. C'est-à-dire que tu peux dire, là, je suis en plus-value. Ouais, non, en fait, à n'importe quel moment, tu peux refaire la transaction dans le sens inverse. Donc, on a souvent un peu tendance à dénigrer les euros, enfin les profits par rapport qui ont été réalisés facilement, quoi. Ouais. C'est un biais qui s'appelle la comptabilité mentale. C'est qu'en gros, si tu donnais ton portefeuille à gérer à une IA très froide, elle gérerait ton portefeuille, les performances de ton portefeuille. Nous, ce qu'on gère, la plupart des investisseurs, et même les hedge funds, les choses comme ça, c'est pas notre portefeuille, c'est plein de cryptos ou d'actifs en file indienne comme ça, avec lesquels on a une relation. C'est bizarre, hein, on se crée une relation avec telle ou telle crypto-monnaie en fonction de si on a eu des pertes, si on a galéré, si on a eu des émotions. Et donc, on gère un peu tout ça, ce qui fait que une crypto-monnaie qui a fait moins 70%, un Atom qui a fait moins 70%, qu'on a hold qui remonte, qui fait x2, par rapport au même coin qu'on a hold un jour qui fait x2, on va lui apporter une attention différente. Complètement. Et donc, on a cette compartimentation des investissements qui est pas évidente à gérer. Mais c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses contre-intuitives dans l'investissement, le trading. Et ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie financière, mais aussi une partie un peu développement personnel, je trouve, tu vois. Absolument, totalement. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Ouais, c'est trop bien. C'est la psychologie permanente. C'est ça. Qui coûte cher. Exactement. Le psy coûte très moins cher. Le psy, c'est le marché. Ouais, c'est ça. Yes. Iril, merci beaucoup. Merci à toi. C'était trop cool. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Trop cool. Allez, je reviens demain. Nickel, je reviens dans le studio. Non, merci, c'était vraiment très cool. Merci et puis le podcast je regarderai le podcast Memecoin pour voir si j'ai dit complètement de la merde ou s'il y avait un peu de vrai sur tout ça. Ouais, j'ai hâte de le tourner parce que c'est vraiment un truc que je maîtrise pas. Demande-lui quelques alphas là, tu m'envoies un petit message. Ce sera pour tout le monde. Ah non. Merci beaucoup Gary, c'était trop cool. Merci à toi. À la prochaine.